John Joseph Papalia, également connu sous le nom de Johnny Pops Papalia ou The Enforcer, était un chef canadien de la famille Papalia. Juste avant de commencer, un petit mot important. Pour 99 centimes par mois, tu peux soutenir ce podcast et aider à le faire grandir. Merci à toi. Toi qui as compris que pour que le programme continue de tourner et d'éviter de la pub à gogo, il faut un peu de caillasse. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci à vous. Maintenant, place à l'épisode. John Papalia voit le jour le 18 mars 1924 à Hamilton, en Ontario. Son père, Antonio Tony Papalia, avait quitté sa Calabre natale en 1912, traversant d'abord New York puis Montréal, avant de s'essayer aux mines de charbon du Nouveau-Brunswick. Ce n'est qu'en 1917 qu'il s'installe définitivement sur Railway Street à Hamilton. Issu de la vieille école de la Picciotteria, Antonio devient contrebandier, associé au célèbre Rocco Perry, puis à Tony Silvestro, un mafieux influent de Guelph. Il travaille comme chauffeur pour les trafics d'alcool clandestins de Perry dès les années 20, et son nom est plus tard murmuré dans l'enquête sur le meurtre de Bessie Starkman, la compagne de Perry en 1930. Maria Rosa Italiane, la mère de John, appartenait elle aussi à une lignée mafieuse. D'abord mariée au frère cadet d'Antonio Giuseppe, elle donne naissance à 2 fils en Italie, avant de rejoindre le Canada en 1913, veuve. Elle finit par épouser Antonio, bien que la date de leur union reste floue. John naît hors mariage, un détail qui le marquera toute sa vie. Le journaliste Peter Moon racontera « Il en avait honte, il vivait avec ce stigmate à une époque où être né hors mariage était une vraie tâche. » Aîné d'une fratrie composée de frères, demi-frères et beaux-frères, tous impliqués dans ses affaires, John grandit au milieu des jeux, des bars clandestins et des combines. Il quitte l'école catholique Sainte-Augustine en 8e année, frappé par la tuberculose, et passe plusieurs mois en sanatorium. Adulte, il confiera que son plus grand regret fut de n'avoir jamais mis les pieds au lycée. Dès l'adolescence, il s'enfonce dans la délinquance. Il rejoint un gang local organisant cambriolage et trafic. John se décrit plus tard comme un jeune homme sauvage, amateur de femmes, atteint de syphilis à 19 ans. Il se forge très tôt une réputation de violence brutale. Malgré sa taille modeste et son allure élancée, il inspire rapidement la peur. Marqué à jamais la vie du jeune Johnny Papalia. Son père Antonio est arrêté et interné. Il fait partie des nombreux Canadiens d'origine italienne accusés sans preuve concrète d'entretenir des sympathies pour le régime fasciste de Mussolini. Pour Johnny, c'est un choc. Il en gardera une rancune tenace contre le gouvernement canadien, qui l'accusera plus tard d'avoir brisé sa famille. Ce traumatisme devient l'excuse parfaite pour ne pas s'engager dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Antonio, libéré 1 an plus tard, après avoir nié toute affiliation politique, se voit toutefois imposer des restrictions. Il ne doit pas remettre les pieds à Hamilton et doit régulièrement se présenter à la police. Une humiliation de plus. À sa sortie, Antonio scelle une alliance avec la puissante famille de Buffalo, ce qui irrite profondément Rocco Perry, toujours interné. Pour les Papalia, c'était une revanche. Ils n'avaient jamais digéré l'indifférence de Perry envers leur clan. Leur ralliement à Stefano Magaddino scellera cette rupture. Pendant ce temps, Johnny se forge une réputation. Il prétend que son tempérament violent est né dans les années de guerre, nourri par le racisme anti-italien, qui le poussait à se défendre dans les rues. En 1943, il quitte Hamilton pour Toronto. Là, il entre dans un gang de cambrioleurs et se rapproche d'Harvey Chernick, l'un des plus gros trafiquants d'héroïne de la ville. Il se lie d'amitié avec Paul Volpe, Pasquale Giordano, Roy Pascal et Alberto Mignacchio. Ils forment un groupe soudé, redouté. Le 27 janvier 1944, il est arrêté pour ne pas s'être inscrit à la conscription. Grâce à son dossier médical et judiciaire, il échappe à l'enrôlement. Mais son implication dans le crime organisé, elle, s'intensifie. En avril de cette même année, Rocco Perry disparaît. Il sortit pour une promenade et il n'est jamais revenu. L'affaire reste un mystère, mais dans l'ombre, on murmure que les Papalia et Magaddino y sont pour quelque chose. Quelques mois plus tard, Johnny et ses acolytes braquent une succursale de la Toronto Dominion. Il s'en vantera plus tard avec un sourire en coin. Cette banque, c'était la nôtre. Les arrestations s'enchaînent. En 1945 pour cambriolage, en 1949 pour possession de drogue. Il prend 2 ans. Au tribunal, il jure qu'il n'est pas dealer, mais simple consommateur. La syphilis, dit-il, lui provoque des douleurs insupportables. Le juge, touché, l'exhorte à consulter un médecin à sa sortie. Johnny gagne en respect dans le milieu. Il a refusé de collaborer avec la justice, préférant garder le silence. L'omerta, il la vit comme un code d'honneur. À sa libération en 1951, il s'installe brièvement à Montréal. Il y fréquente Luigi Greco et Carmine Galante, envoyés par le clan Bonanno. Ensemble, ils tissent les premiers fils de ce qui deviendra la French Connection. Galante, impressionné,
fait de Johnny son homme de confiance pour l'Ontario. Cotroni et Galante deviennent ses modèles, et Johnny leur digne élève. Dans le milieu des années 50, Johnny Papalia fut rappelé en Ontario par Stefano Magadino, le parrain de la famille de Buffalo, afin d'être officiellement intronisé comme Maid Main, dans la branche canadienne de cette organisation. Le rôle de Papalia n'était pas de supplanter les anciens chefs, mais plutôt de collaborer avec eux. Magadino le chargea de faire office de bras droit armé, tout en respectant les conseils des anciens dans une dynamique proche de celle d'un conciliéré. Son territoire s'étendait sur Hamilton, Burlington, Oakville, St. Catharines, Welland, Niagara Falls, une grande partie de Toronto, et même jusqu'à North Bay. À cette époque, Papalia dirigeait une compagnie de taxi à Hamilton. L'entreprise attirera l'attention de la police lorsqu'un chauffeur, Tony Copocciodi, fut exécuté de manière brutale. En 1955, il se distinguait déjà par son apparence soignée, ses voitures luxueuses et ses habitudes de flambeur, arborant fièrement ses liasses de billets de 50 et 100 $. Il acquit les droits du défunt Porcupine Miners Club de Timmins, une organisation fondée en 1929, et utilisa sa charte pour réactiver le club à Hamilton, qui servit alors de façade pour une salle de jeu clandestine. Les parties y étaient truquées, dépipées, cartes marquées, dispositifs installés sous les tables pour retirer les cartes à forte valeur. En juin 1955, alors qu'il collectait des fonds à Montréal en compagnie du boxeur Norm Jakubowicz, Papalia fut la cible d'une tentative d'assassinat. Jakubowicz fut blessé à la jambe, mais Papalia en sortit indemne. Peu après, il déplaça ses activités vers Toronto, où il se lança dans l'extorsion, auprès de courtiers et l'organisation de salles de jeu. Il organisa également un combat de boxe à main nue entre Chard et l'ancien champion James G. Parker, une rencontre violente et sanglante, considérée comme la dernière de ce type au Canada. Papalia ne travaillait pas seul. Grâce à Silvestro, il lança une série de clubs de jeu à Chartres en Ontario, assistés par des proches, ses frères Frank, Rocco et Dominique, ses demi-frères Joseph et Angelo, son beau-frère Tony Pugliese, et des associés comme Red Labar, Freddy Gabouri ou Frank Marchildon. Lorsque la police se montra trop pressante, il s'associa à James McDermott et Vincent Philly pour relancer l'activité dans d'autres établissements. En parallèle, avec Alberto Agucci, il négocia l'achat d'héroïne de qualité auprès d'Antoine Cordoliani et Joseph Cesari, figures majeures du milieu corse. Son mode opératoire pour prendre le contrôle d'une entreprise était simple et intimidante. Il demandait si son nom, Johnny Papalia, disait quelque chose. Si la réponse était négative, il ajoutait « Eh bien ça va le devenir. Je suis ton nouveau partenaire. » Ceux qui refusaient voyaient débarquer ses hommes de main, qui les passaient à tabac. Il visait particulièrement les courtiers de la Bay Street de Toronto, exigeant souvent 1000 $ par semaine en protection contre lui-même. Ce racket finançait son lucratif réseau d'usuriers. Son bras droit était Howard Baldy Chard, ancien champion de boxe en prison, dont la gueule balafrée imposait le respect. En octobre 1958, Papalia prit contact avec des membres influents de la famille Genovese pour faire passer de l'héroïne aux États-Unis. Avec Agucci, il alla à Buffalo, versant 4000 $ à Magadino et promettant la moitié des profits. En 1959, Papalia fut le seul Canadien présent lors de la réunion new-yorkaise qui marqua la naissance du réseau de la French Connection. Grâce à cette filière, l'héroïne produite en Turquie ou en Asie du Sud-Est transitait par la France avant d'inonder l'Amérique du Nord. Joseph Valachi, témoin clé devenu informateur, affirma que Papalia était reconnu comme un capot puissant, contrôlant le sud de l'Ontario pour le compte de la famille Magadino. Le milieu du jeu illégal à Toronto était particulièrement lucratif dans les années 60, dominé par un homme, Maxi Bluestein. Ce dernier tenait la mafia à distance, malgré les millions générés par son établissement, le Lakeview Club, qui rapportait plus de 13 millions de $ par an. Mais le 21 mars 1961, au Town Tavern de Toronto, Johnny Papalia tenta de changer la donne. Lors d'une rencontre tendue, Papalia lui offrit un verre. Dans le langage du milieu, accepter signifiait se soumettre. Refuser, c'était défier. Bluestein refusa. Il refusa aussi de fusionner ses opérations avec celles de Papalia. En réponse, il fut violemment passé à tabac. L'agression choqua profondément l'opinion publique. Bien qu'une centaine de témoins soient présents, la peur les rendit muets. En mai, Papalia décida de se rendre à la police pour détourner la pression sur sa famille. En juin, il fut condamné à 18 mois de prison. Lorsqu'il entra au poste de police, il déversa son mépris sur les journalistes présents, les qualifiant de race sale et de type pourri. À aucun moment, il ne montra le moindre remords. Des années plus tard, en 1986, il déclara froidement « Bluestein était gourmand, il voulait tout pour lui ».
Lors du procès, débuté le 27 juin 1961, les témoins tremblaient face à Papalia. Le juge, Joseph Addison, accusa plusieurs d'entre eux de parjure, ne croyant pas à leur soudaine amnésie. Il les rappela à l'ordre en leur rappelant qu'ils avaient juré sur la Bible. Mais pour lui, la peur de Papalia semblait surpasser celle de Dieu. Papalia fut reconnu coupable d'agression et condamné. Bluestein conserva le contrôle de ses affaires, mais le prix à payer fut élevé. Rongé par la paranoïa, il sombra mentalement et fut interné après avoir tué un ami. Il mourut d'une crise cardiaque en 1984. À la fin de 1961, Papalia rasa la maison familiale et fit construire un entrepôt pour abriter son entreprise de distributeurs automatiques Monarch Vending, une affaire qui servait de façade à ses opérations criminelles. Officiellement, la société appartenait à son frère Frank et à Bruno Monaco, Johnny n'y apparaissant que comme un simple employé. Mais dans les faits, tout le monde savait qui tenait les rênes. Grâce à Monarch Vending puis à Galaxy Vending, Papalia établit un monopole dans le domaine. Aucun concurrent n'osait s'y frotter. L'entreprise générait jusqu'à 12 000 $ de bénéfices par jour. Papalia se mit aussi à détourner des camions pour alimenter ses machines en cigarettes. Il avait également la main mise sur FM Amusement, une société de flippers, et sur Beer Magic, qui contrôlait l'approvisionnement anti-ruse à bière dans les bars de la province. Son activité de prêteur sur gage était tout aussi brutale. Les débiteurs, incapables de rembourser, étaient contraints d'accepter des distributeurs Papalia dans leurs établissements. Ceux qui persistaient à ne pas payer recevaient des menaces, ou pire. Au début des années 60, Johnny Papalia s'était déjà fait un nom grâce à la célèbre French Connection, le vaste réseau qui inonda les États-Unis d'héroïne et qui, à son apogée, alimentait plus de 80% du marché américain. Il collaborait notamment avec les frères siciliens Agucci, Alberto et Vito. Ensemble, ils mêlaient trafic de drogue et affaires plus légitimes, comme les distributeurs automatiques. Mais la collaboration prit fin brutalement en 1961, lorsque le clan de Buffalo fit assassiner Alberto. Vito, quant à lui, fut arrêté et emprisonné. Le 22 mai 61, plusieurs individus liés à cette affaire furent inculpés sur la base des témoignages de deux informateurs, Salvatore Rinaldo et Matteo Palmieri. Quelques mois plus tard, en juillet, un mandat d'extradition vers les États-Unis fut émis à l'encontre de Papalia. Après avoir purgé une peine abrégée de prison pour l'agression de Bluestein, sa condamnation ayant été commuée en mars 62, Papalia fut enfin extradé. Escorté par la Gendarmerie royale du Canada, il cria aux journalistes rassemblés à l'aéroport « On me kidnappe, aidez-moi, il m'emmène là où je ne veux pas aller ». Il se montra si incontrôlable qu'il fut refusé à bord de l'avion. Les agents durent le transporter par la route jusqu'à Fort Erie, à la frontière américaine. Pendant le trajet, malade, Papalia vomissait à l'arrière de la voiture. Il fut finalement remis aux agents du Bureau fédéral des stupéfiants. Le 11 mars, il fut condamné à 10 ans de prison. Papalia tenta de revenir sur sa condamnation, affirmant avoir plaidé coupable sous l'effet de médicaments contre la tuberculose qui altéraient son jugement. Il porta son dossier jusqu'à la Cour suprême des États-Unis qui refusa d'entendre son appel le 12 octobre 1964. Il prévoyait ensuite de faire annuler les charges, arguant qu'en raison de son plaidoyer initial et de la médiatisation, aucun jury impartial ne pouvait être formé. Les procureurs rétorquèrent qu'il avait expressément affirmé être Saint-Esprit lors de sa déclaration de culpabilité et qu'aucune preuve médicale ne soutenait sa version. Durant son incarcération, son remplaçant fut désigné, Santo Cibetta, un homme de la famille Magadino, prit la tête de la branche ontarienne du clan de Buffalo. La même année, Papalia fut également condamné par contumace en Italie, à 10 ans de prison pour association mafieuse. Ce verdict le dissuada définitivement de retourner sur la terre de ses ancêtres. À sa libération, le Canada refusa de l'extrader vers l'Italie, jugeant que l'infraction d'association mafieuse n'existait pas dans le code criminel canadien. Johnny Papalia resta cependant étroitement lié à Sandrina italienne. Une branche australienne de la famille Papalia installée à Griffith existait également, mais les liens précis entre les clans canadiens et australiens, au-delà des liens de sang, restent flous. Libéré le 25 janvier 1968 du pénitencier de Lewisburg en Pennsylvanie, après avoir purgé moins de la moitié de sa peine, Papalia fut immédiatement renvoyé au Canada. À son retour à Hamilton, son accueil fut à la hauteur de sa réputation. La rue Railway se retrouva envahie de berlines luxueuses, garées à perte de vue, apportant avec elle le gratin du milieu criminel de l'Ontario, venu lui témoigner son respect. Mais tout n'était pas à la hauteur de ses espérances. En son absence, certains de ses intérêts à Toronto avaient été confiés à Volpe par les Magadino, ce qui l'irrita profondément.
Lors d'une entrevue avec Lupino, il tenta de récupérer ses parts, en vain. Toutefois, Lupino lui assura qu'il restait du travail pour lui à Toronto. Le 6 juin 1969, Papalia fit le déplacement à Toronto pour voir Lupino. Le lendemain, le corps criblé de balles de Filippo Vendemini fut retrouvé derrière sa boutique de chaussures sur Bloor Street. Son épouse confia à la police que son mari parlait souvent au téléphone avec un certain Vincenzo. Les relevés téléphoniques menèrent jusqu'à Vincenzo Sicari, un restaurateur montréalais. Interrogé, Sicari raconta avoir conduit Vendemi à Hamilton ce jour-là, puis à l'aéroport de Toronto, niant toute implication. Moins de 2 mois plus tard, le 28 juillet, Papalia retourna à Toronto voir Lupino, et une fois encore, le corps criblé de balles de Sicari fut découvert. Cette étrange concordance de dates et de morts éveilla rapidement les soupçons de la police. Bientôt, Papalia gagna un nouveau surnom dans le milieu, l'exécuteur. En juin 70, l'élu néo-démocrate Morton Schulman fit une déclaration explosive à Queens Park, révélant les liens entre Papalia, un homme d'affaires notoire d'Oakville nommé Clinton Dutch, et même le commissaire de la police provinciale, Eric Slick. La presse s'empara de l'affaire. Fidèle à lui-même, Papalia répondit aux questions des enquêteurs avec un ton sarcastique et moqueur. Lors d'une commission d'enquête publique, il reconnut son amitié avec Duck, tout en niant avoir corrompu qui que ce soit. Les photos de Papalia, entrant au tribunal imperméable sur le dos, chapeau vissé sur la tête et cigarette au bec, firent les gros titres. Le commissaire disculpa Silk, mais blâma ses fréquentations. En août, Papalia s'envola pour Acapulco. Il représentait la famille Magadino au sommet du crime international, visant à orchestrer la future prise de contrôle des casinos québécois, dont la légalisation paraissait imminente. Parmi les invités figuraient Meyer Lansky, représentant la commission de New York, ainsi que Vic, Paolo et Frank Cotroni. Le projet, censé inclure blanchiment massif et recyclage de l'argent du réseau French Connection, avorta lorsque le Premier ministre Bourassa renonça à légaliser les casinos à la suite de la crise d'octobre et des accusations de collusion avec le crime organisé, proférées dans le manifeste du FLQ. Papalia resta en contact avec ses homologues américains qu'il rencontrait souvent sur les rives du lac. Mais son autorité commença à s'éroder. En août 71, Lupino transféra à Volpe le contrôle des syndicats de la construction à Toronto, une gifle pour Papalia. La même année, il fut convié par Michele Racco à une réunion à Toronto au sujet de son fils Dominique, accusé d'avoir tiré sur 3 hommes. L'italien que Papalia parlait de manière rudimentaire fut la langue de la réunion, signe de respect. Dominique fut tout de même condamné. Avant de mourir, Michele demanda à Papalia de veiller sur son fils, une marque suprême d'honneur dans le code mafieux. Papalia tenta sans succès de le détourner de la drogue. En 1974, il assista au procès très médiatisé de Peter Demeter, provoquant une vague de spéculation sur son rôle possible dans l'affaire. La même année, un ancien escroc de la bourse, Stanley Bader, devenu associé à un proche de la famille Papalia, fut pris dans un stratagème d'intimidation. Papalia mit en scène une fausse dette envers la famille Cotroni afin d'extorquer 300 000 $ à Bader, qui crut réellement sa vie en danger. Mais Bader parla. L'histoire remonta aux Cotroni qui furent furieux d'avoir été utilisés à leur insu. En avril 1974, lors d'un face-à-face dans un bar de Montréal, Cotroni et Violi menacèrent ouvertement Papalia. À 2 reprises, Papalia tenta de provoquer un inspecteur montréalais dans les toilettes du tribunal, mais recula chaque fois. Cotroni, témoin des scènes, promit aux policiers que Papalia ne recommencerait pas et tient parole. En 1975, Bader témoigna contre eux. Papalia fut condamné à 6 ans de prison, contrairement aux Cotroni qui écopèrent de peine réduite. Le juge, Peter Wright, décrit un monde où l'argent s'arrachait par la force, brut, loin de toute loi. Papalia, inquiet des menaces de mort proférées à son encontre, fut soulagé lorsque Cotroni et Violi furent acquittés en appel. Après sa libération, il se retira dans son chalet au lac Temagami. En 1979, Monarch Vending fut vendu, accompagné d'un accord de non-concurrence signé par Frank Papalia et Monaco. Pourtant, Rocco et Dominique, 2 des frères de John, créèrent peu après Galaxy Vending, opérant depuis les anciens bureaux de Monarch. Le responsable de Monarch fut abasourdi de découvrir les méthodes agressives de la nouvelle entreprise. Leurs machines se retrouvaient régulièrement jetées dans les ruelles. En conférence de presse, il admit s'être fait avoir. En 1982, Stanley Bader fut abattu à Miami. Papalia fut suspecté, de même que pour l'assassinat de Volpe en 1983, mais aucune inculpation ne suivit. En 1977, il fit une apparition remarquée dans le documentaire de la CBC Connection, qui traitait de l'influence de la mafia sur l'économie canadienne. Furieux, il insulta copieusement l'équipe de tournage, pensant les empêcher de diffuser les images. Mais elles furent tout de même diffusées, les injures censurées, donnant au public l'image d'un homme grossier et menaçant. Devant les caméras, il hurla des obscénités à couper le souffle, avant de frapper le caméraman. Dans les rues de Hamilton, on ne prononçait pas son nom à la légère. John Papalia, le parrain local, imposait la peur plutôt que l'amour.
Ceux qui le côtoyaient reconnaissaient son autorité sans jamais vraiment l'apprécier. L'un de ces hommes disait de lui qu'il fallait le respecter pour ce qu'il représentait, mais qu'il énervait tout le monde. C'était un homme autoritaire, colérique, un tyran incapable de pardonner la moindre erreur. Il considérait comme un droit de chef de coucher avec les femmes et les maîtresses de ses subordonnés, ce qui ne faisait rien pour améliorer sa réputation déjà détestable. En 1975, il ouvrit à Hamilton un club privé, le Gold Key Club, véritable repère de son empire. L'entrée n'était permise qu'aux membres et à ceux qui connaissaient le mot de passe. Le club, avec son immense clé jaune en néon, était bien plus qu'un lieu de divertissement. C'était le centre de gravité de son pouvoir. Dans les années 80, ses affaires prospéraient. Ses entreprises dominaient la distribution de tireuses à bière dans les bars de l'Ontario et géraient des milliers de machines à sous et flippers à travers la province. Pour la communauté italo-canadienne, Papalia jouait souvent le rôle de médiateur, d'homme à tout faire. Il se maria discrètement en 1981, mais le mariage ne dura guère. En 1983, le Québécois Réal Simard, envoyé par Frank Cottreny, vient le rencontrer à Hamilton. Le premier contact fut froid, tendu, sous le regard des 3 gardes du corps de Papalia. Pourtant, un terrain d'entente fut trouvé. Simard introduisit des stripteaseuses venues de Montréal dans les clubs torontois, en échange de quoi Papalia plaça ses machines de jeu dans ses établissements. Le spectacle de ces danseuses, premières à pratiquer la danse nue sur table en Ontario, attira rapidement les foules. Simard, courtois et efficace, gagna le respect de Papalia, contrairement à Eddie Mello, autre homme de Cottreny que Papalia méprisait profondément. Il avertit même Cottreny, mais il laisse à Mello, ou je le tue. Lorsque Volpe fut assassiné en 1983 et que Lupino sombra dans la sénilité, les Maganino remirent Papalia à la tête du sud de l'Ontario. Les policiers le suspectaient d'avoir orchestré le meurtre de Volpe. Dans ces dernières années, Papalia devient méfiant. Craignant un retour en prison, il refusa de quitter Hamilton, respectant scrupuleusement sa libération conditionnelle. Même pour un simple plat chinois dans son restaurant préféré à Burlington, il restait dans sa voiture pendant que quelqu'un allait le chercher. Il ne tenait que ses réunions qu'en plein air, dans la rue, s'exprimant de manière cryptique, complétant ses propos par des gestes. La police espérait capter quelque chose de compromettant, avait même truffé les parcs-mètres de micros, mais il est resté insaisissable, rusé comme un renard, selon les mots d'un officier. Plusieurs informateurs acceptèrent de porter un micro lors des visites dans son bureau, mais Papalia ne laissa jamais filtrer un mot compromettant. L'un d'eux avoua que s'il avait été découvert, il aurait été tué sur le champ. Pour Papalia, être trahi équivalait à une humiliation inacceptable. En 1984, il tenta de transformer un pâté de maison qu'il possédait en un hôtel de luxe, mais la ville refusa le permis. Dans le cadre d'une opération de l'OPP, un informateur lui proposa de faux prêts hypothécaires, qu'il accepta prudemment, sans rien dire d'incriminant. L'information fuitera néanmoins dans la presse. Papalia essaya aussi de prendre le contrôle des tripots de Greentown, à Toronto. Son homme de main, Carmen Barilaro, mena des descentes violentes pour imposer l'autorité du clan. Certains de ces hommes furent arrêtés pour extorsion, mais jamais Papalia lui-même. Trop dangereux à inculper sans preuve solide, un acquittement n'aurait fait que renforcer son aura. En parallèle, Ennio Mora dirigeait les affaires à Toronto, n'hésitant pas à asperger d'essence ceux qui tardaient à rembourser, tandis que Barilaro gérait le Niagara, point stratégique pour la contrebande. Un autre lieutenant, surnommé Penny Bender, terrorisait les récalcitrants en pliant une pièce de monnaie entre ses dents. À Toronto, un homme céda $10 000 à Papalia après une visite intimidante de Penny Bender, sans comprendre qu'il travaillait de concert. Papalia lui offrit sa protection, contre lui-même. Papalia passait ses soirées à regarder du sport ou de vieux films, détestant les productions modernes qu'il jugeait trop pornographiques. Il aimait le jazz, voyager dans les Caraïbes, délaissant le Mexique, jugé trop dangereux. Il se moquait des accusations de la police, prétendant qu'elle gaspillait l'argent public à le suivre partout. Il reconnaissait avoir fait du prêt usuraire et des paris clandestins, mais dans les années 50 seulement. Il méprisait les motards criminels, les trouvant grossiers, stupides. Il tolérait du bout des lèvres les Outlaws ou Satan Shows, mais pas les Hells Angels, surtout à cause de leur lien avec les Risotto qui l'excraient. Tant qu'il vécut, Walter Stanick, le Hells Angels chargé d'étendre leur influence en Ontario, dut rester discret à Hamilton. Papalia avait imposé ses règles, et personne ne s'y opposait. Jusqu'à la fin des années 90, il restait le chef incontesté, riche, influent, presque intouchable. Mais sa santé déclina. Il passa de plus en plus de temps entre son penthouse et son bureau de Galaxy Vending. Dans un dernier coup d'envergure, Ennio Mora emprunta plus de 7 millions de dollars à Vito Rizzuto pour ouvrir un restaurant de luxe à Toronto, mais l'argent ne fut jamais remboursé. En septembre 1996, on retrouva Mora exécuté, 4 balles dans la tête. Le message était clair.
Le vent soufflait doucement sur Niagara Falls, en ce mois d'avril 97, quand Pasquale Fat Pat Musitano rencontra Gaetano Guy Panepinto, émissaire de la famille Rizzuto à Toronto. Fatiguée de vivre dans l'ombre de la famille Papalia, elle-même rattachée à l'ombrageuse et redoutée famille Magadino de Buffalo, Pat rêvait d'émancipation. Papalia et son bras droit Barry Laro étaient tous deux des hommes faits, consacrés dans la hiérarchie de la mafia américaine. S'en prendre à eux sans l'appui d'une puissance équivalente aurait été du suicide. Les Rizzuto, eux, avaient soif d'expansion. Un pacte tacite se dessinait. Le 31 mai 1997, à l'âge de 73 ans, Johnny Papalia fut abattu d'une balle dans la tête sur le bitume de Railway Street, juste devant son entreprise Galaxy Vending. L'homme qui appuya sur la détente, Kenneth Murdoch, connaissait bien Papalia. Il l'avait rencontré plusieurs fois, et ce jour-là, il se présenta sous un prétexte fallacieux, une histoire d'argent que les Musitano prétendaient vouloir récupérer. Papalia, prudent, refusa de s'en mêler. Il se détourna, et c'est à cet instant que Murdoch tira. Un geste rapide sans émotion. Le parrain de Hamilton s'effondra sur le sol qu'il avait arpenté pendant des décennies, surveillé sans cesse par les micros de la police et les regards de ses ennemis. Transporté d'urgence à l'hôpital général de Hamilton, il fut déclaré mort peu après. Son décès provoqua un choc, mais ne suscita pas d'honneur religieux. Le diocèse de Hamilton refusa de lui accorder une messe funéraire complète, invoquant sa vie de crime. Il fut néanmoins inhumé dans le caveau familial. Ainsi s'acheva la vie de l'un des derniers parrains à l'ancienne, dont l'ombre avait longtemps dominé les rues de Hamilton. Après la mort de Johnny Papalia, l'ombre de la vengeance plana sur son organisation. 2 mois après l'assassinat du parrain, Kenneth Murdoch exécuta également Carmen Barry Laro, le bras droit de Papalia. En novembre 1998, Murdoch plaida coupable de 3 chefs de meurtre au second degré et fut condamné à la prison à vie. Dans un geste de collaboration avec les autorités, il nomma Pat et Angelo Musitano comme les instigateurs des meurtres. Après avoir purgé 13 années de prison, il obtient sa libération conditionnelle. Les Musitano, quant à eux, furent condamnés en février 2000 à 10 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre, dans l'assassinat de Barry Laro, à la suite d'un accord de plaidoyer. Cependant, aucune condamnation ne fut prononcée en lien avec le meurtre de Papalia. En octobre 2006, les 2 frères sortirent de prison, laissant derrière eux un sillage de questions et de spéculations sur leur rôle dans le déclin de l'empire Papalia. L'héritier présumé de l'empire, Frank Papalia, l'ancien sous-boss de la famille, choisit de ne pas se venger. À la place, il se retire dans une discrétion totale, loin des intrigues de la mafia. Il vivra ainsi dans l'ombre jusqu'à sa mort, survenue de cause naturelle en avril 2014, à l'âge de 83 ans. Pour beaucoup, cette absence de représailles marquait la fin d'une époque.